Paris n'a pas partagé son savoir-faire en matière d'énergie nucléaire avec son fidèle fournisseur africain. C'est-à-dire que Paris a veillé à ce que le Niger soit toujours en retard sur le plan de l'énergie. Je vous ai dit ça. Paris n'a pas partagé son savoir-faire. Pourquoi? Les dirigeants français des gouvernements successifs, depuis 1960, n'ont pas voulu partager leur savoir-faire avec les Nigériens parce qu'il ne fallait pas que le Niger se développe. Si le Niger se développait, on ne pouvait pas continuer à voler l'uranium des Nigériens. C'est tout. Paul Mély n'est pas un scientifique courageux. Il ne peut pas dire les choses comme elles sont. Le refus du partage du savoir est lié à la volonté de continuer à piller. Si on vous empêche d'exploiter par vous-même, de transformer par vous-même vos matières premières, c'est parce que nous voulons nous assurer notre mainmise, notre priorité sur ces matières premières. Ceci explique cela. Si le Niger est resté dépendant de l'étranger, par exemple du Nigeria et du charbon, pour faire de l'électricité, cela a été voulu par les colons français, les néocolons français et les dirigeants corrompus qui se sont succédés pendant plusieurs années à la tête du Niger. Voilà la vérité. Paragraphe suivant. Mais maintenant, la rupture des relations entre la junte nigérienne et la France, vous voyez ce petit monsieur Paul Mély, il appelle le gouvernement panafricain révolutionnaire du Niger la junte nigérienne. Et il ne peut pas reconnaître que la 5e République française a été fondée par la junte de De Gaulle. Qu'est-ce qu'il nous apprend d'extraordinaire là? Qui a fondé la 5e République française? Une junte. De Gaulle a fait un coup d'État, une rébellion, avec une junte militaire, pour prendre le pouvoir en France. Il a renversé le régime de Pétain, le régime Vichy. Il a installé un régime par rébellion, qu'on a appelé par la suite la glorieuse résistance. C'est ça que De Gaulle a fait. Nous ne serions pas en 5e République en France sans la junte française de De Gaulle. Donc, des gens comme, comment il s'appelle, Paul Mély, ils pensent que parce qu'ils parlent sur BBC, ils peuvent nous imposer un narratif méprisant envers les Africains. Alors que nous, on maîtrise les techniques narratives et même narratologiques plus que. Non, si vous-même, votre pays a été fondé par une junte, si vous êtes par exemple britannique, votre pays est dirigé par un roi qui n'est pas élu, vous n'avez rien à nous apprendre. En politique, vous n'avez rien à nous apprendre. Vous n'avez pas fini de démocratiser votre royaume. Déjà, votre roi n'est pas élu. Il a le pouvoir par la voie du sang. Et puis pour ceux qui, depuis la France, appellent les pays révolutionnaires panafricanistes, les juntes, qu'ils sachent que la 5e République est issue d'une junte. C'est une junte qui a fondé la 5e République. Qu'ils commencent par parler de leur propre junte. Qu'ils utilisent tous les mots infamants, qu'ils utilisent pour mépriser les Africains qui font l'histoire, qu'ils les utilisent d'abord pour eux-mêmes. Il est plus facile de voir, en effet, un grain de sable dans l'œil de ton prochain que de voir dans ton propre œil la grosse poutre qui le traverse. On continue? Mais maintenant, la rupture des relations entre la junte nigérienne et la France a permis à Moscou d'offrir l'espoir, aussi lointain soit-il, d'un avenir nucléaire, ce qu'Areva Orano, pendant tant d'années d'opérations locales, n'avait pas réussi à faire. Donc, M. Paul Mély nous dit que les Russes sont en train de vendre seulement de l'espoir aux Nigériens. Et malheureusement, que les Français, eux, ils n'ont même pas vendu cet espoir aux Nigériens. Donc les Nigériens ont le choix entre les gens qui leur vendent l'espoir et les gens qui leur ont vendu le pillage, le vol, l'exploitation, la domination. Donc en fait, pour Paul Mély, les Nigériens et les Nigériennes sont des pauvres gens qui de toute façon sont vraiment mal barrés. Ils ne sont pas sortis de l'auberge. Avant, ils avaient affaire à la France qui se contentait de piller leur uranium et de leur mentir et de les corrompre. Maintenant, ils ont affaire à la Russie qui ne réalisera pas le progrès en matière de maîtrise d'énergie nucléaire qui a été annoncé. Est-ce que c'est vrai? Arrêtons-nous là pour examiner le sérieux de la coopération russe. Est-ce que la Russie a, oui ou non, aidé des pays africains à développer des hautes technologies, contrairement à la France? C'est la question qu'un chercheur sérieux doit se poser. Avant de taxer la coopération russe de coopération de mauvaise foi, il faut donner des exemples. Il faut donner des preuves. Mais c'est aujourd'hui grâce à la Russie que l'Angola possède des satellites en orbite. C'est l'Angola. L'Angola là, a eu ses satellites de télécommunication en orbite grâce à la Russie. Plusieurs pays africains, comme l'Égypte, comme le Soudan, les centrales nucléaires construites par la Russie sont en train d'être faites dans ces pays. Oui ou non?
Est-ce que vous savez que le programme nucléaire de l'Iran n'aurait pas été possible sans la coopération des savants russes? La plupart des centrales nucléaires en construction actuellement en Iran le sont avec la coopération des chercheurs russes. L'Iran. Voilà des exemples. Quand il a fallu combattre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, qui menaçait d'envahir la Namibie et l'Angola pour imposer des valets de l'impérialisme occidental, la Russie a mis en place un pont aérien militaire en association avec Cuba pour aider le MPLA et gagner la bataille de Cuito-Cuanavale en 1988. La bataille qui était la guerre mondiale africaine et qui a fait tomber les soldats de l'UNITA de Savimbi et leur patron de l'apartheid, ce qui a permis la libération de Nelson Rolihlahla Mandela et l'accès de l'ANC en Afrique du Sud. La libération de toute la ligne de front et le parachèvement des indépendances de pays comme les pays portugais, les pays britanniques de la région ont parachevé leur indépendance. Après la défaite de l'armée sud-africaine, de ses alliés américains, français, anglais, à Cuito-Cuanavale, grâce au soutien russe. Les Africains ont des exemples, ils ont des cas concrets où la Russie agit concrètement. La Russie parle par les actes avec les Africains, alors que les Occidentaux parlent en réalité par des coups durs, des coups tordus et des crimes envers les Africains. Voilà la vérité. Donc, M. Paul Melly essaye de mettre dos à dos le refus du transfert de technologie, qui est le cas de la France, avec les promesses de transfert de technologie de la Russie. Il y a des vérités qui finissent toujours par remonter à la surface, comme un souffle de lucidité dans un océan de silence. Ce que le professeur Franklin Nyamsi révèle sur le rapport entre la France, le Niger et aujourd'hui la Russie, dépasse une simple querelle géopolitique. C'est un miroir tendu à l'Afrique entière, une invitation à regarder en face les mécanismes de sa dépendance et les promesses de sa libération. Dès les premières paroles, le ton est donné. Paris n'a pas partagé son savoir-faire en matière d'énergie nucléaire avec son fidèle fournisseur africain. Cette phrase résonne comme une gifle symbolique à des décennies de rapports inégaux. Elle expose, sans détour, la logique d'un système qui a préféré maintenir le continent africain dans l'attente plutôt que dans l'apprentissage. Pendant des décennies, le Niger a exporté son uranium, cette richesse invisible qui éclaire des millions de foyers européens, sans jamais bénéficier pleinement du savoir, des techniques ou des outils pour en tirer lui-même profit. Nyamsi ne fait ici que rappeler une réalité crue. L'Afrique a souvent donné la matière première, pendant que d'autres récoltaient la lumière. Et cette inégalité ne relève pas du hasard, mais d'une volonté politique organisée. Dans son discours, il insiste, les dirigeants français n'ont pas voulu partager leur savoir-faire, parce qu'il ne fallait pas que le Niger se développe. Ces mots, lourds de sens, sont à la fois une accusation et une leçon. Car si cette stratégie a fonctionné, c'est aussi parce que l'Afrique, trop souvent, n'a pas su imposer la souveraineté de son propre développement. C'est là que notre réflexion, celle de la chaîne Quelle leçon pour l'Afrique, trouve tout son sens. Chaque fait, chaque parole, chaque relation internationale doit être lue à travers une grille d'éveil et non de colère. La question n'est pas seulement « Pourquoi la France a-t-elle agi ainsi ?», mais surtout « Pourquoi l'Afrique a-t-elle permis que cela soit possible ?» C'est dans cette inversion du regard que commence la libération des consciences. Aujourd'hui, le Niger cherche à redéfinir ses alliances. En rompant avec un ancien partenaire historique et en se tournant vers la Russie, le pays envoie un signal fort. Celui d'une génération politique africaine qui ne veut plus être spectatrice, mais actrice de son destin. Ce changement de cap ne doit pas être lu uniquement comme une revanche diplomatique, mais comme une tentative, peut-être imparfaite, de reprendre la main sur les leviers stratégiques de son avenir. Franklin Nyamsi rappelle avec insistance que le partenariat entre Niamey et Moscou n'est pas fondé sur une logique de domination, mais sur une volonté de coopération plus équilibrée. Il évoque des échanges technologiques, des transferts de compétences et des investissements mutuellement avantageux. Et c'est là que surgit une question essentielle. Le véritable pouvoir ne réside-t-il pas dans la maîtrise du savoir ? Pendant longtemps, les puissances extérieures ont compris cela mieux que nous. Elles n'ont pas seulement pris nos matières premières, elles ont retenu notre capacité à les transformer. Elles n'ont pas seulement exploité nos terres, elles ont gardé nos esprits dans la dépendance. Mais ce que révèle ce basculement du Niger vers la Russie, c'est aussi la fin d'une ère de naïveté. L'Afrique, désormais, comprend que celui qui détient la connaissance détient la clé de sa souveraineté. Nyamsi souligne à juste titre que la Russie,
contrairement à la France, a contribué concrètement à l'avancement technologique de plusieurs nations africaines, des satellites angolais aux centrales nucléaires en Égypte ou au Soudan. Ces faits ne sont pas des slogans, mais des réalités mesurables. Ils posent une question capitale. Et si l'Afrique commençait enfin à choisir ses partenaires non plus en fonction de son passé, mais de son avenir? Cependant, l'analyse ne peut pas se limiter à une opposition simpliste entre bons et mauvais partenaires. La véritable maturité politique du continent commence quand il apprend à traiter d'égal à égal avec toutes les puissances, sans idolâtrie ni soumission. Le partenariat russe ne doit pas être perçu comme une substitution d'un empire à un autre, mais comme un levier pour construire une nouvelle posture africaine, celle de la responsabilité et de la lucidité. Et c'est ici que quelle leçon pour l'Afrique s'interroge. Sommes-nous réellement prêts à assumer notre indépendance intellectuelle, économique et stratégique? Le courage politique de rompre avec l'ancien système est une chose. Mais le courage de construire un modèle nouveau, fondé sur le mérite, la compétence et la solidarité, en est une autre. Trop souvent, l'Afrique s'est libérée des chaînes visibles pour se lier à d'autres plus discrètes, celles de la dépendance financière, du manque de vision ou de la corruption interne. Les propos de Niamsi mettent en lumière une vérité dérangeante. Pendant que certains dénoncent le néocolonialisme, d'autres, sur le continent même, en sont devenus les relais involontaires. Les dirigeants corrompus qu'il évoque ne sont pas des abstractions. Ils incarnent une réalité que chaque Africain perçoit, celle de systèmes internes fragiles, où les intérêts personnels l'emportent trop souvent sur la vision collective. La France n'aurait jamais pu maintenir son influence si elle n'avait pas trouvé, au sein même du continent, des relais de docilité. Mais à travers le vent de changement qui souffle depuis Niamey, quelque chose de neuf se dessine. Ce n'est pas simplement la Russie qui s'installe, c'est une idée, celle de la reconquête du respect. Pour la première fois depuis longtemps, un pays africain ose dire non, non pas par hostilité, mais par dignité. Et cette dignité inspire. Elle rappelle à tout le continent que la souveraineté ne s'obtient pas par les discours, mais par les choix. Lorsque Niamsi rappelle que la V République française elle-même est née d'une junte militaire, il met à nu une hypocrisie historique. Ce rappel n'a rien de provocateur, il remet les faits dans leur contexte. L'histoire politique de toutes les nations est traversée de ruptures, de révoltes et de réinventions. Alors pourquoi, lorsqu'un peuple africain décide de reprendre son destin en main, serait-il systématiquement accusé d'illégitimité? Ce deux poids deux mesures n'est pas seulement politique, il est culturel et symbolique. C'est cette prise de conscience que quelle leçon pour l'Afrique veut éveiller, la reconnaissance de la dignité des choix africains. Le monde n'a pas à nous accorder cette dignité, elle nous appartient déjà. Mais encore faut-il que nous la revendiquions avec calme, sagesse et persévérance. Ce n'est pas en imitant les modèles extérieurs que l'Afrique s'élèvera, mais en forgeant son propre modèle de gouvernance, de coopération et de progrès. Oui, la coopération russo-nigérienne peut être porteuse d'espoir, à condition qu'elle serve un projet africain et non un nouvel alignement. L'espoir, ce n'est pas la Russie qui le donne, c'est le Niger qui le crée, par sa volonté de se relever. Et cette nuance change tout. Car si l'Afrique doit apprendre une leçon de cette mutation géopolitique, c'est celle-ci. Aucune nation ne libère une autre. C'est toujours le peuple qui se libère lui-même. À ce stade de l'analyse, une chose devient évidente. L'enjeu dépasse largement le Niger. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est la redéfinition du rapport de l'Afrique au monde. Et cette redéfinition commence par une révolution intérieure, celle des mentalités. Les peuples doivent comprendre que la souveraineté économique sans la souveraineté intellectuelle n'est qu'une illusion. La véritable indépendance, c'est celle qui s'écrit dans les esprits avant de se bâtir dans les institutions. Alors, face à ces mutations historiques, quelle leçon pour l'Afrique? Peut-être celle de la vigilance. Car tout partenariat, aussi prometteur soit-il, doit être surveillé, évalué et ajusté. L'Afrique ne peut plus se permettre de dormir pendant que d'autres négocient en son nom. Elle ne peut plus se contenter de symboles, il lui faut des résultats concrets, durables et transparents. La suite de cette réflexion nous conduira plus loin, vers la compréhension des enjeux énergétiques, technologiques et moraux que cette transformation révèle. Car au-delà des discours, c'est une bataille pour la conscience et la maîtrise du futur qui se joue. Ce qui se joue aujourd'hui au Niger dépasse la simple dimension diplomatique. Ce n'est pas seulement un changement d'allié stratégique, c'est un acte de souveraineté, un moment d'affirmation historique où un peuple dit au monde « Nous existons, nous pensons, et nous décidons pour nous-mêmes ». Franklin Niamsi n'expose pas un simple rapport de force entre deux puissances. Il décode un mouvement de fond, une transformation silencieuse qui gagne le continent tout entier. Le Niger n'est pas un cas isolé, il est le symbole d'un nouvel âge africain, celui où la peur recule face à la conscience. Pendant trop longtemps, les nations africaines ont cru que la survie dépendait de la fidélité à d'anciennes puissances coloniales.
Elles ont accepté des accords inégaux, des partenariats biaisés, des dettes interminables, persuadées que la stabilité passait par la soumission. Mais ce calcul a échoué. Car aucune nation n'a jamais bâti sa grandeur sur la dépendance. Les faits sont là. Malgré ses richesses naturelles, le Niger est resté parmi les pays les plus pauvres du monde, pendant que d'autres bénéficiaient de ses ressources. Ce contraste, visible à l'œil nu, est devenu insupportable pour une génération nouvelle d'Africains lucides. Et c'est cette génération que la chaîne Quelle leçon pour l'Afrique veut accompagner. Une génération qui ne cherche pas à désigner des ennemis, mais à comprendre les mécanismes de sa propre fragilité. Car comprendre, c'est déjà reprendre le pouvoir. Franklin Nyamsi parle d'un refus de partage du savoir, et il a raison d'y voir la racine du problème. Ce n'est pas seulement une question économique, c'est une question de pouvoir intellectuel. Le véritable impérialisme, au XXI siècle, n'est plus celui des armées, mais celui des connaissances. Celui qui maîtrise la technologie, l'énergie, les réseaux et la formation des esprits, détient le véritable levier de la domination. Et c'est précisément ce levier qui a été refusé à de nombreux États africains pendant des décennies. Lorsque la France a choisi de ne pas transférer son savoir-faire nucléaire au Niger, elle a implicitement décidé que ce pays ne devait jamais être autonome dans ce domaine. En gardant pour elle la maîtrise technique, elle gardait le contrôle économique. Et ce mécanisme, répété dans plusieurs secteurs, agriculture, défense, finance, éducation, a façonné une dépendance structurelle, plus difficile à briser qu'une occupation militaire. Mais le vent tourne. Et l'Afrique, lentement, commence à comprendre que la souveraineté ne se réclame pas, elle se construit. Le Niger, en se tournant vers la Russie, ne signe pas un acte de défiance contre la France, il signe un acte d'émancipation envers un système. Ce choix n'est pas seulement politique, il est psychologique. Il traduit un changement d'état d'esprit, le refus d'être éternellement le champ d'expérimentation des autres. Certains analystes en Europe dénoncent ce rapprochement comme une illusion ou une instrumentalisation. Mais cette lecture reste enfermée dans l'ancien schéma de pensée, celui où l'Afrique ne peut être qu'un objet de stratégie, jamais un sujet d'histoire. Or c'est justement cela qui est en train de changer. Pour la première fois depuis longtemps, le continent impose ses priorités. Non pas dans la confrontation, mais dans la redéfinition des règles du jeu. Quand le Niger négocie aujourd'hui avec la Russie pour un partenariat énergétique, il ne quémande pas une aide. Il exige un contrat équitable, où la richesse profite enfin aux deux parties. Cette simple posture est déjà une révolution. Et là encore, quelle leçon pour l'Afrique s'élève. La véritable victoire ne réside pas dans le remplacement d'un partenaire par un autre, mais dans la transformation de notre rapport à nous-mêmes. Tant que les Africains ne se verront pas comme des acteurs capables de décider, d'innover et de produire leurs propres valeurs, aucun partenariat, fût-il russe, chinois ou américain, ne pourra les libérer. Franklin Nyamsi le rappelle à sa manière, la Russie parle aux Africains par les actes. Ce n'est pas une déclaration romantique, c'est une observation factuelle. L'Angola a mis des satellites en orbite grâce à la coopération russe. L'Égypte et le Soudan construisent leur première centrale nucléaire civile avec Rosatom. L'Iran a développé sa capacité nucléaire civile grâce à l'assistance technologique de Moscou. Ces éléments concrets tranchent avec les décennies d'attentes et de promesses non tenues d'autres partenaires occidentaux. Mais là encore, la leçon pour l'Afrique est double. Oui, il faut diversifier les alliances. Oui, il faut s'ouvrir à d'autres horizons. Mais il faut surtout veiller à ne pas transférer notre dépendance. L'Afrique doit apprendre à négocier, à planifier, à évaluer. La souveraineté ne consiste pas seulement à dire non, mais à savoir ce que l'on veut vraiment quand on dit oui. Dans cette quête d'équilibre, la responsabilité des dirigeants africains est immense. Les peuples, de plus en plus informés, ne se contentent plus de discours patriotiques. Ils veulent des résultats tangibles, l'électricité dans les foyers, des hôpitaux fonctionnels, des écoles performantes, des emplois décents. Si les nouvelles alliances ne débouchent pas sur des améliorations concrètes, elles perdront leur légitimité. L'émancipation ne peut pas être qu'un slogan politique. Elle doit devenir une expérience quotidienne. Mais au-delà des politiques, c'est toute une culture qu'il faut reconstruire. La culture de la confiance en soi. Car la véritable colonisation, celle qui persiste encore, est mentale. Tant que l'Africain se percevra comme dépendant du regard ou du soutien de l'extérieur, il restera prisonnier d'un système invisible. C'est pourquoi cette rupture entre le Niger et la France doit être comprise comme un événement pédagogique, une école de conscience. Ce n'est pas un acte contre quelqu'un, c'est un acte pour soi. À ce stade, la question n'est plus « la Russie va-t-elle remplacer la France ?» La question est « l'Afrique va-t-elle enfin se remplacer elle-même ?» Autrement dit, va-t-elle cesser d'attendre le salut de l'extérieur pour devenir le centre de son propre projet ?
Cette révolution ne dépend ni de Moscou ni de Paris. Elle dépend de Niamey, de Bamako, d'Accra, de Kinshasa, de Dakar, de chaque capitale, mais aussi de chaque citoyen conscient. C'est ici que quelle leçon pour l'Afrique trouve toute sa mission. Éveiller, questionner, encourager. La conscience politique africaine ne doit plus être réactive, elle doit devenir créative. Nous ne devons plus répondre aux narratifs des autres, mais écrire le nôtre. Si De Gaulle, comme le rappelle Niamsi, a bâti la Cinq Républiques à partir d'une rébellion, alors pourquoi les peuples africains n'auraient-ils pas le droit de rebâtir leur souveraineté à partir d'une prise de conscience? L'histoire de la France, de l'Angleterre, des États-Unis est faite de ruptures, de luttes, de réinventions. L'Afrique a, elle aussi, le droit de se réinventer. Les événements récents au Niger ne sont donc pas une parenthèse. Ils sont un prélude. Un signal lancé à tout le continent. Nous n'avons plus peur. Et c'est ce courage qui est la véritable victoire. Non pas une victoire sur un ennemi extérieur, mais sur l'ennemi intérieur, la résignation. Car au fond, la leçon ultime est celle-ci. La liberté ne se demande pas, elle se vit. Et vivre libre, pour l'Afrique, signifie désormais apprendre, produire, innover, et surtout croire en soi. Les alliances peuvent changer, les discours peuvent évoluer, mais la clé restera toujours la même, la souveraineté du savoir. Alors, quelle leçon pour l'Afrique? Peut-être celle de la maturité. Celle d'un continent qui comprend enfin que son avenir ne se joue plus dans les chancelleries étrangères, mais dans les salles de classe, les laboratoires, les usines et les consciences de sa jeunesse. Car c'est là que se construit la vraie puissance. Le reste n'est que circonstance. Et c'est dans ce sillage que le Niger trace un chemin nouveau. Un chemin encore incertain, mais porteur d'une promesse, celle d'un continent qui n'accepte plus qu'on lui dicte son destin, et qui, enfin, commence à l'écrire lui-même.